Bon, après avoir vu donc la loi de la gravitation universelle qui découle de Monsieur Sir Isaac Newton, je vous présente ici le champ de pesanteur, la pesanteur. Le champ de pesanteur est le champ attractif qui s'exerce sur tout corps doté d'une masse sur la Terre ou un autre astre. Il s'agit d'un champ d'accélération, souvent appelé plus simplement pesanteur ou G. L'essentiel de la pesanteur terrestre est dû à la gravité, mais s'en distingue du fait de l'accélération axifuge. Donc ça c'est une accélération induite par la rotation de la Terre sur elle-même, on a une accélération. Donc l'essentiel de la pesanteur terrestre est dû à la gravité, mais s'en distingue du fait de l'accélération axifuge. La gravité terrestre découle de la loi universelle de gravitation de Newton, selon laquelle tous les corps massifs, dont les corps célestes et la Terre, exercent un champ de gravitation responsable d'une force attractive sur les corps massiques. Dans le référentiel terrestre, le mouvement de rotation autour de l'axe des pôles induit une accélération d'entraînement axifuge, qui, combinée à la gravité, définit la pesanteur. Cette définition est généralisable aux autres corps célestes. On parle alors par exemple de pesanteur de Mars. Donc il faut tenir compte de l'accélération de la rotation de la Terre, hein, dans le cas de la Terre. Voilà. Donc il y a la pesanteur, c'est une grandeur locale, donc elle dépend du lieu, donc il existera la pesanteur de terrestre, la pesanteur de Mars, la pesanteur de tous les astres. La force à laquelle est soumis un corps en raison de la pesanteur est appelée poids de ce corps et est directement reliée à la pesanteur par sa masse. Donc P est égal à M fois G. Son unité de mesure est le Newton. Le poids c'est une force, donc c'est en Newton. Comme pour toute force, voilà, c'est ce qu'on me dit. Cette force définit la verticale du lieu, direction suivant laquelle tous les corps libres tombent vers le sol en un lieu donné et on peut mesurer par un fil à plomb. Donc en fait, on a vraiment, euh, si vous faites tomber un objet, il va tomber à la verticale pour autant que c'est pas une plume. Parce que si vous avez une plume, il y a la résistance de l'air, il va commencer à faire des zigzags. Il ne tombera pas à la même vitesse que n'importe quel corps. Euh, donc là, si vous devez faire tomber un objet, vous aurez bon, une verticale pure parce que on aura une belle ligne qui tracera une belle verticale. Et donc, euh, c'est un petit peu le fil à plomb. Hein. Le fil à plomb, il tombe. Mais voilà, le fil à plomb va donner la verticale, la vraie verticale. Peu importe si le sol est de travers, le fil à plomb ne ment pas, il donne la verticale. Donc c'est un plomb qui est maintenu voilà, par une ficelle et il donne la verticale. Le plomb il tombe, mais il est tenu par la ficelle, donc il est maintenu, donc il est en équilibre, donc il donne quand même la verticale. La pesanteur terrestre varie en fonction du lieu, donc c'est une grandeur locale. Pour les besoins pratiques, la Conférence générale des poids et mesures a défini en 1901 une valeur normale de l'accélération de la pesanteur terrestre, notée G0 égale à 9,80 806,65 mètres par seconde carré, soit approximativement 81 mètres par seconde carré, ou 9,81 newtons par kilo. Ça vous savez, parce que F égale ma, ça peut s'écrire F sur M égale A. Donc A, soit on est en cinématique 100 mètres par seconde carré, soit on est F sur M égale A. Donc vous écrivez en newton par kilo. Force sur masse, un rapport force sur masse. Donc en newton par kilo. Donc que ce soit en mètres par seconde carré ou en newton par kilo, c'est toujours 9,81. Cette valeur correspond à la pesanteur sur un ellipsoïde idéal approchant le niveau de la mer et à 45 degrés de latitude. Bon, ne pas confondre latitude d'une longitude. Hein. La latitude est une coordonnée géographique représentée par une valeur angulaire. Donc 60 degrés nord, 30 degrés nord, etc. Expression de la position d'un point sur Terre ou sur une autre planète. Donc la latitude, 0 degré de latitude, c'est l'équateur. Hein. Le référentiel, enfin la référence 0 degré, c'est l'équateur. Puis après on peut monter de 30 degrés, 60 degrés. Au pôle nord, on est à 90 degrés, pôle nord. Mais on peut descendre en dessous de l'équateur, on a 30 degrés sud, 60 degrés sud, 90 degrés sud. Donc, voilà. Donc, d'un point. Donc, la latitude est une coordonnée géographique
représentée par une valeur angulaire, expression de la position d'un point sur Terre ou sur une autre planète. Au nord ou au sud de l'équateur, qui est le plan de référence, la latitude est une mesure angulaire. Elle varie entre 0 à l'équateur et 90 au pôle. La latitude est aussi utilisée en combinaison avec la longitude pour indiquer la position précise d'un élément sur Terre lorsqu'ils sont reliés entre eux. Donc la coordonnée latitude, longitude donne une coordonnée en un point. Ça donne un point. Ça donne un point. C'est un système de référence, référentiel hein, donné par la latitude et la longitude. Bon, alors, donc si je dis 90 degrés de latitude nord et un nombre de degrés de longitude, mais j'ai un point précis. Ça fait que c'est un point précis sur Terre. Donc le GPS peut donner ça. Le GPS peut donner, quand il donne une coordonnée, ben, il peut donner une coordonnée voilà, en latitude, longitude, hein, sans aucun problème. Hein. Il sait le faire. Le GPS sait faire ça. Il le fait d'ailleurs. Alors la longitude, c'est le contraire. Hein, voilà. La longitude, c'est ceci. C'est une coordonnée géographique représentée par donc là une valeur angulaire, expression de positionnement est-ouest. Donc latitude c'est nord-sud et longitude est-ouest. D'un point sur Terre ou sur une autre sphère, la longitude de référence sur Terre est le méridien de Greenwich. Le 0 c'est le méridien de Greenwich. Le 0, tout comme la latitude, le 0 c'est l'équateur. Le 0 pour la longitude est le méridien de Greenwich. Tous les points de même longitude appartiennent à une ligne épousant la courbure terrestre. Donc voilà. Bon, on a 180 degrés d'un côté est, et 180 degrés de l'autre côté ouest, bon, ce qui fait 360 degrés autour. Hein. Ça, vous avez compris. La courbure terrestre coupant l'équateur à angle droit et reliant le pôle nord au pôle sud, cette ligne est appelée méridien. À la différence de la latitude, position nord-sud, qui bénéficie de l'équateur et des pôles comme référence, il n'existe aucune référence naturelle pour la longitude. La longitude, généralement notée lambda, est donc une mesure angulaire sur 360 degrés par rapport à un méridien de référence avec une étendue de moins 180 vers l'ouest et à plus 180 vers l'est. Par convention, le méridien de référence à la longitude 0 est le méridien de Greenwich. C'est la référence 0. Alors, les astronomes britanniques choisirent comme méridien d'origine une ligne nord-sud passant par l'observatoire de Greenwich près de Londres, au Royaume-Uni. Ce méridien est désormais utilisé comme méridien de référence pour le calcul des fuseaux horaires à la suite de la conférence internationale sur l'uniformisation des longitudes et de l'heure à Washington en 1884, où furent décidés à la fois le méridien 0 et les 24 fuseaux horaires, son équivalent français, le méridien de Paris, donnait l'heure de Paris, heure légale française depuis 1891 qui avait avancé de 9 minutes et 21 secondes par rapport à l'heure de Greenwich et ne s'harmonisait pas au système des fuseaux horaires et fut alors abandonné en contrepartie notamment d'une adoption du système métrique par les Anglais. Il fut jugé également inférieur à celui de Greenwich. En effet, ce dernier, proche de la Tamise, était spécialisé dans le contrôle des montres de marine, alors que le transport de ces montres par diligence entre l'observatoire de Paris et les ports les déréglait quelque peu. Enfin, la majorité des marins du monde utilisaient comme éphéméride The Nautical Almanac, se basant sur le méridien de Greenwich. Bon, donc ça c'est la longitude. Si vous voulez continuer à lire, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, de toute façon, il n'y a presque pas beaucoup. Je peux lire la suite parce qu'il resterait presque plus beaucoup. Donc voilà, méthode astronomique. Bon, ici, donc, je vous ai montré la latitude, longitude. Et donc, cette valeur correspond. Le 9,81, cette valeur correspond à la pesanteur sur un ellipsoïde idéal, approchant le niveau de la mer et à 45 degrés de latitude. Évolution de la vitesse d'un point en chute libre, dans un champ de pesanteur uniforme. Donc à vitesse en km/h, le temps en secondes, après une seconde, on est à 35,3 mètres, 1 km/h, 35,3 km/h. Après 2 secondes, on est à 70,6 km/h.
Après 3 secondes, 105,9. C'est une chute libre. Hein. Ça, c'est une chute libre. Voilà. Donc après 4 secondes, c'est 141,3 km/h. Après 5 secondes, 176,6 km/h. Après 6 secondes, 211,9. Après 7 secondes, 247. Voilà. Et donc ça vous donne les vitesses en km/h en fonction d'un temps de chute en chute libre. Schéma montrant la vitesse de chute d'un objet en fonction du temps lorsqu'il subit l'accélération de pesanteur, bien sûr, de la Terre qui est 1 g. La résistance de l'air est négligeable et la vitesse initiale supposée nulle. Oui, parce qu'il est laissé en chute libre. La vitesse augmente à chaque seconde de 9,81 mètres par seconde carré. De 9,81 mètres par seconde, je m'excuse. Elle augmente de 9,81 mètres par seconde. Bon, 9,81 mètres par seconde, ce qui fait en km/h. De 35. 35, effectivement, si vous avez 35,3 plus 35,3, ça fait bien 70. Plus 35,3, ça fait 105,9. Plus 35,3, ça fait 141. Plus 35,3, ça fait 176. Plus 35,3, ça fait 211,8. Ouais, ici ils ont 9, mais moi bon, j'ai pris avec 2 décimales. Plus 35,3, 247. Plus 35,3, 282. Plus 35,3, 317,7. Ouais. Plus 35,3, 353. Voilà. Donc c'est effectivement la vitesse augmente de 9,81 mètres par seconde fois 3,6 et vous avez en km/h l'augmentation en km/h à chaque seconde d'un objet qui tombe en chute libre. La gravité est la principale composante de la pesanteur. Elle résulte de l'attraction qu'exerce toute masse sur une autre masse. À tous les corps massifs, dont les corps célestes, est associé à un champ de gravité qui exerce une force attractive sur les objets massiques. La première description exacte de la gravitation a été donnée par la loi universelle de gravitation de Newton, qui est M1 fois M2 fois la constante de Cavendish divisée par la distance au carré. C'est ça, la loi de gravitation universelle, c'est ça. C'est la force de gravitation universelle, d'attraction des corps. La force de gravité P, exercée sur un objet de masse m situé à la distance r d'un corps céleste, dont la masse m est supposée concentrée en son centre de masse. Une masse donnée, m, au barycentre de la masse, est dirigée vers le centre de l'astre. Et vaut P est égal à mg, avec g est égal à grand G, m sur r carré. Vous reconnaissez grand G que la constante de Cavendish, une constante universelle de gravitation dans le système SI. Voilà. Et donc vous calculez, ça c'est je l'ai calculé, c'est la vidéo précédente que j'ai fait, ça. J'ai calculé ça, c'est P est égal à mg, vous calculez G, ben G c'est constante de Cavendish, ça a été calculé, c'est ce que j'ai fait dans la vidéo précédente, hein, ça. Voilà, et j'ai calculé le G avec qui valait 9,81. C'est la vidéo précédente. Allez voir la vidéo sur ça, je l'ai calculé, c'était la vidéo calcul de G. Ça s'intitule calcul de G. Le champ de gravité est sujet à des disparités spatiales dues aux hétérogénéités de composition et de topographie du corps céleste. C'est normal parce que bon, on a des hauteurs différentes, donc le rayon ne sera pas le même. Hein. Le rayon il va varier légèrement, c'est ce que j'ai déjà expliqué. Voilà. Et en plus de ça, au niveau composition, ça a à voir aussi. Au niveau topographie, hétérogénéité de composition du corps céleste. Donc dans ce cas-ci, c'est la Terre. En étudiant les anomalies de trajectoire des satellites gravitant autour du corps céleste, on peut déduire la distribution interne des masses ainsi que la topographie du corps survolé. Et là, ils étudient les anomalies de trajectoire donc des satellites gravitant autour du corps. Et là, ils déduisent, grâce aux anomalies de trajectoire des
des satellites gravitant autour bien sûr du corps céleste, ils peuvent détruire, si vous voulez, ce qu'on appelle la distribution interne des masses. Donc les masses ne sont pas distribuées de la même façon partout au niveau topographie. La gravité varie également en fonction de la position sur Terre. Elle est plus faible à l'équateur qu'au pôle. Ça, c'est bien sûr au niveau de la latitude. Elle dépend de la latitude, c'est ça. En raison de l'inégale valeur des rayons de la Terre, bon, parce que c'est normal, la Terre n'est pas sphérique. Voilà. Elle diminue avec la latitude. C'est plutôt une patatoïde. Hein. Elle diminue avec la latitude. Dans le temps, le déplacement des masses d'eau dues aux marées produit des variations périodiques de la gravité. Donc, le déplacement des masses d'eau influe sur dû aux marées. Hein. Et bon, vous savez très bien que Newton s'est intéressé beaucoup aux marées. Hein. Les marées ont à voir sur voilà, jouent sur la gravité. Elles jouent sur la gravité. Donc je vous disais qu'il n'y a pas que la latitude, hein. Il y a les marées aussi. Les marées, la latitude, la hauteur, la disparité, l'hétérogénéité de composition, tout ça joue sur la gravité. Pesanteur. La pesanteur est un champ de force réel qu'on observe sur un corps céleste. Sur les objets liés à un corps céleste en rotation, tels que la Terre, elle comprend une force d'inertie axifuge qui s'oppose à la force de gravité. Plus précisément, elle s'y ajoute vectoriellement. Donc vous voyez que la rotation axifuge joue aussi sur la gravitation terrestre. Le champ de pesanteur est décrit par un champ vectoriel noté G, dont la direction est indiquée par un fil à plomb et dont la norme notée norme de G peut être mesurée par l'allongement d'un ressort de raideur connu ou par la mesure de la période d'un pendule pesant. Ça, je ferai une vidéo là-dessus. Comment voir au travers d'un dynamomètre la mesure de G, calcul de G. Ça, je le ferai. Le poids. Un objet de masse M dans un lieu où l'accélération de la pesanteur vaut G apparaît soumis à une force de pesanteur appelée poids, dont la valeur est P égale mg. Cette force s'exerce vers le bas selon la verticale du lieu, direction suivant laquelle tous les corps libres tombent vers le sol en un lieu donné et qu'on peut mesurer par un fil à plomb. En 1903, on a défini le kilogramme force ou kilogramme poids comme unité de mesure de force et le poids d'une masse d'1 kg en un lieu où l'accélération de la pesanteur est égale à la valeur normale de l'accélération de la pesanteur terrestre, notée Gn évalant 9,806,65 m par seconde carré. Le kilogramme force est une unité obsolète valant par définition 9,806,65 N. Voilà, ça c'était 1 kg force. C'est le poids d'une masse de 1 kg en un lieu où l'accélération de la pesanteur est égale à la valeur normale de l'accélération de la pesanteur terrestre notée Gn, évalant 9,806,65 m par seconde. Voilà. Donc 1 kg force, c'était en un lieu où le G valait 9,806,65 m par seconde carré. Donc 1 kg force, c'est 9,806,65 N. Parce que la masse est de 1 kg. Si vous faites 1 kg fois 9,806,65 m par seconde carré, vous avez 9,806,65 N. Donc c'est la valeur normale de... Enfin, c'est le poids d'une masse d'1 kg en un lieu où l'accélération de la pesanteur est égale à 9,806,65 m par seconde carré. Voilà. Valeur de la pesanteur terrestre, variation en fonction du lieu. La Terre tournant sur elle-même et n'étant pas un astre sphérique et homogène, l'accélération de la pesanteur dépend du lieu et des facteurs suivants. La rotation terrestre, la rotation de la Terre sur elle-même entraîne une correction consistant à ajouter l'accélération de la gravité, une accélération d'entraînement. Axifuge dirigé perpendiculairement à l'axe. Ça a à voir avec normalement force de Coriolis, ça. Ça a à voir avec les forces de Coriolis. Force de Coriolis, quand vous ouvrez un robinet, ben, dans l'évier, l'eau va tourner toujours dans le même sens. C'est dû à la rotation de la Terre, ça. Donc, voilà. Donc, la rotation terrestre, la rotation de la Terre sur elle-même entraîne une correction consistant à ajouter à l'accélération de la gravité une accélération d'entraînement, qui est pour moi la Coriolis, l'effet Coriolis. Axifuge dirigé perpendiculairement à l'axe d'épaule de module A2 pi sur t carré avec t 86 164,1 secondes et d la distance en mètres entre l'objet et l'axe de rotation de la Terre. La correction nulle au pôle atteint moins 0,3% sur l'équateur. La non-sphéricité de la Terre à cause de l'aplatissement de la Terre, l'accélération de la gravité varie avec la latitude
elle est plus forte au pôle qu'à l'équateur, 0,2% d'écart. L'altitude, pour une variation de l'altitude h petite devant r, la variation relative de l'accélération de la gravité vaut moins 2h sur r, soit moins 3,139 fois 10 exposant moins 7 mètres à faible distance de la surface de la Terre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, l'altitude? Il faut additionner au rayon de la Terre la distance, l'altitude qui est h. Donc il faut faire r plus h. Vous avez un écart qui voudra r plus h. On n'aura plus r. Par exemple, si je prends la Terre, c'est plus r, le rayon de la Terre, mais c'est r plus h. C'est le rayon de la Terre plus une altitude donnée h, une hauteur donnée h. Alors, les écarts de densité du sous-sol, ils entraînent des variations locales de la gravité que l'on néglige dans les formules générales devant la difficulté de les modéliser. Vous voyez que le sous-sol va agir au niveau de sa densité, au niveau de... Là, on néglige parce qu'on ne sait pas modéliser ça. Les forces de marée, vous voyez que ça a à voir, notamment dû à la Lune et au Soleil. La correction correspondante varie au cours de la journée. Elle est de l'ordre de 2 fois 10 exposant moins 7 à la latitude de 45 degrés. Le mouvement du corps dans le repère terrestre, si un corps est en mouvement dans le repère terrestre, il subit une accélération complémentaire dite de Coriolis, responsable notamment du mouvement de rotation des masses d'air, cyclones et anticyclones, et d'eau océanique, spirale d'Ekman. La composante verticale de cette accélération constitue la force d'Eotios. Voilà, bon, donc ici, je me demande si c'était pas, alors ce n'est pas l'accélération d'entraînement. Non, ça c'est l'accélération d'entraînement, c'est pas Coriolis alors. Force centrifuge. Ça c'est la force centrifuge. Hein. Mais je regarde s'il ne parle pas de Coriolis là-dedans. Donc la force. Enfin bref. Donc c'est là, c'est une force. Bon, Coriolis c'est encore autre chose alors apparemment. C'est encore autre chose. Donc c'était pas c'était des accélérations d'entraînement. Ici apparemment la rotation terrestre, la rotation de la Terre sur elle-même entraîne une correction consistant à ajouter à l'accélération de la gravité une accélération d'entraînement axifluge dirigée perpendiculairement à l'axe des pôles et de modules. Ah ouais, donc c'est pas de Coriolis alors apparemment. Par contre le Coriolis il faudra en tenir compte. Hein. Il faudra tenir compte du Coriolis ici. Le mouvement du corps dans le repère terrestre, si un corps est en mouvement dans le repère terrestre, il subit une accélération complémentaire dite accélération de Coriolis, responsable notamment du mouvement. Oui, celui-ci c'est Coriolis. Celui-ci c'est Coriolis. Responsable notamment du mouvement de rotation des masses d'air, cyclone et anticyclone, et d'eau océanique, spirale d'Ekman. La composante verticale de cette accélération constitue la force des Otios. La formule suivante donne une valeur approchée de la valeur normale de l'accélération de la pesanteur. Voilà, G avec toutes les corrections. Et pour une altitude faible devant le rayon terrestre, typiquement quelques milliers de mètres, là, on a ceci. La correction, elle est là. G vaut 9,78 fois 0,327 avec toutes les corrections apportées par ce qui vaut ondé. Voilà, on a ça. Le G vaut ça. G est en mètres par seconde. H, c'est l'altitude en mètres. Et phi, c'est la latitude en radians dans le système géodésique GRS 80 de 1980.
Alors, voilà, et vous remplacez, voilà, la correction, elle est faite sur base de ça, avec toutes les corrections qu'ils vous ont dit. Bon, il y a les forces de Coriolis à tenir en compte, les écarts de densité, les forces des marées, l'altitude pour une variation, voilà, l'altitude, la non-sphéricité de la Terre, et bon, la rotation terrestre qui induit une accélération d'entraînement. Mais je pensais que c'était Coriolis, mais en fait, je crois pas que ce soit. Apparemment, c'est c'est pas Coriolis, parce que le Coriolis, ils le prennent ici en compte. Ils le prennent ici en compte, mouvement du corps dans le repère terrestre. Si un corps est en mouvement dans le repère terrestre, il subit une accélération complémentaire dite accélération de Coriolis. Ça, c'est l'accélération de Coriolis, celui-ci. Par contre, l'autre, c'est une accélération d'entraînement. Et avec toutes ces, on va dire, comment on appelle ça, toutes ces corrections, on a la formule là, hein. C'est la formule là. Alors, valeur normale. Pour les besoins pratiques, la Conférence générale des poids et mesures a défini en 1901 une valeur normale de l'accélération de la pesanteur à l'altitude 0 sur un ellipsoïde idéal en approchant, approchant la surface terrestre pour une latitude de 45 degrés égale à 9,806,65 mètres par seconde carré, soit 980,665 gallions, une unité dérivée de l'ancien système de mesure CGS. Enfin, gal, je m'excuse, c'est le gal. Ça n'a rien à voir avec le galion. Je m'excuse, le galion c'est anglais, je m'excuse. C'est l'unité, le gal est l'unité CGS d'accélération égale à 1 cm par, 1 cm par seconde carré. Son nom fait référence à l'astronome physicien, je sais pas, gallois ou je sais pas quoi. Galilée, ouais, le Galilée. Ouais, Galilée. Bien qu'obsolète et hors du système international, Gal est encore utilisé pour exprimer l'accélération de la pesanteur en géodésie et en géophysique et autres qui lui est lié. Bon, sachez que les anciennes unités, c'est normal qu'ils utilisaient les anciennes unités parce que ils ne sont pas tombés directement sur les unités actuelles, hein. Bon, il y a eu des recherches, des développements, des trouvailles. Les unités ont changé au fur et à mesure de l'histoire, hein. Bon, c'est normal qu'on a laissé tomber certaines unités qui étaient obsolètes. Puisqu'en fait, elles étaient moins utilisées parce que moins d'actualité par rapport à l'actualité scientifique moderne qui avançait. Voilà, si vous trouvez une nouvelle unité qui est plus précise et plus petite, bon, on va utiliser cette unité-là. Voilà. Bon, si je prends par exemple la gravitation terrestre n'a pas toujours été existante, hein. Enfin, a toujours été présente dans l'univers et sur Terre, mais elle n'était pas connue des êtres humains. Donc, il y a un moment donné, on l'a connue. Bon, il a fallu donner des unités. On a donné le newton par kilo et le mètre par seconde carré. On sait bien que c'est une accélération. Voilà, mais les unités, les unités sont fonction du temps, bien sûr, hein. Bon, il y a des unités qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Il y a des unités qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. C'est tout à fait normal. Bon, des nouvelles unités apparaissent. Donc là, c'est le Galilée. Bon, ça n'a rien à voir avec le Galion, je vous rassure, parce que c'est une unité anglaise, le Galion, ça n'a rien à voir. C'est le Gal, donc de Galilée. Voilà. Donc soit 980,665, ça c'est le Gal, qui vaut 9,806,65 mètres par seconde carré. Unité dérivée de l'ancien système de mesure CGS. CGS c'est centimètres grammes seconde. Il travaille en centimètres. Centimètres, le gramme à la seconde, c'est ça. Ouais, parce que MKS, c'est mètre kilogramme, MKS, mètre kilogramme seconde, CGS, centimètre gramme seconde. Encore une fois, par feuilletité en gravimétrie, valant 1 cm par seconde carré. Unité d'accélération G. Dans le langage courant, on parle souvent de G comme unité de pesanteur égale à la valeur normale de la pesanteur terrestre, soit 9,806,65 mètres par seconde carré. On lira par exemple que la pesanteur lunaire vaut 0,16 G. Attention, c'est pas 0,16 grammes, hein, c'est 0,16 G. 0,16 G. Ça veut dire que 0,16 c'est un sixième. C'est un sixième. Donc ça veut dire que la pesanteur sur Terre vaut 1 G. Donc la pesanteur sur la Lune vaut 0,6 G, ce qui veut dire 1 sixième de G. 1 divisé par 6, ce qui fait
0,1666666, voilà, c'est 1/6. C'est-à-dire 0,16 fois la pesanteur normale terrestre. Donc, il y a 1/6 de fois le poids. Le poids est on est 6 fois moins lourd sur la Lune que sur Terre. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. On est 6 fois moins lourd sur la Lune que sur Terre. Donc en fait, on flotte sur Terre. Il y a un effet de pesanteur. C'est-à-dire 0,16 fois la pesanteur normale terrestre. Aucun astronaute ou centrifugeuse ou un pilote de chasse en virage subit une accélération de 6G. Voilà. Ça, c'est en centrifugeuse. Subit une accélération de 6G. Une centrifugeuse, c'est une machine qui tourne. Hein, pour pouvoir s'entraîner parce que ça a des effets sur le sang, la gravitation, pour voir si on est apte à conduire piloter un avion ou monter dans l'espace. On rentre dans des centrifugeuses qui vous font tourner et voilà, ils analysent voilà la capacité, la faculté à pouvoir subir la gravitation parce que ça a des effets dans le sang et voilà, au niveau de la tête. Bon, il suffit pas de tomber tout de suite dans les vapes parce que s'il tombe dans les vapes, s'il conduit un avion de chasse et qu'il fait un retournement, mais il risque de tomber dans les pommes. Il va voir tout noir, voilà, parce que le sang, bon, il circule, hein. Soit il monte tout dans la tête, ou soit tout dans les jambes, hein. Donc voilà, ça c'est les effets de la gravitation. D'ailleurs, je le verrai, tout ça. Donc là, ici, il va peser 6 fois la pesanteur terrestre. Et donc, s'il tombe dans les pommes, s'il tombe complètement dans les pommes, bah, l'avion il peut tomber, hein. Il va plus commander son avion. Donc, il faut des gens capables de résister voilà, à cette faculté physique de pouvoir subir la gravitation sans avoir mal à la tête, sans vomir, sans tomber dans les vapes, sans queue, c'est-à-dire des personnes entraînées pour que. Ouais, parce que je vous rappelle que piloter un avion de chasse, c'est pas donné à n'importe qui. Bon, il faut une capacité physique terrible, hein. Et pour aller dans l'espace, c'est encore pire. Ce sont des gens qui ont piloté des avions, mais qui sont capables, je veux dire, de rester 6 jours, enfin quelques jours enfermés, dans des conditions, je veux dire, où, voilà, vous n'avez pas d'air, il faut respirer de l'air constamment. Voilà, il faut bien régler l'air parce que sinon, le gars, il va se faire des bobos dans le cerveau. Voilà, si l'air il n'est pas bien réglé, ça fait mal à la tête de respirer, je veux dire, de l'oxygène toute la journée, hein. Donc, imaginez-vous, il n'y a pas d'air, il respire toute la journée de l'air au travers voilà, d'oxygène fabriqué ou en réservoir, je ne sais pas moi, si il est fabriqué ou en réservoir, eh bien, s'il doit respirer ça toute une journée, ça fait mal à la tête, hein. Donc, imaginez rester 5 6 mois à respirer de l'oxygène artificiel. Vous pouvez me croire que bon, ça doit sûrement faire mal à la tête, hein. Donc, il y a tous des phénomènes qui font mal à la tête, notamment hein, la poussée pour monter dans l'espace, c'est terrible, hein. Voilà, c'est vraiment terrible, hein. Bon, faut savoir supporter tout ça, hein. On est voilà, dans une cage d'ascenseur, l'ascenseur vous pousse et celui qui veut redescendre, c'est fini, hein. Voilà, c'est comme dans une attraction, on attend la fin de l'attraction pour descendre. Voilà, si on est malade, tant pis, mais bon, c'est fini. Mais là-bas, quand la fusée vous a monté, c'est fini, elle redescendra plus, hein. Vous êtes pris pour voilà, une aventure spatiale, vous avez été pris pour monter de là-bas dans l'espace. Voilà, la fusée va vous monter, hein, va pas redescendre. Même si vous avez peur, vous criez, vous voulez descendre sur Terre, pas moyen de descendre, hein. Voilà, vous êtes conduit, amené dans l'espace, voilà, avec tous les effets de l'espace que l'espace va vous réserver. Bon, ceci étant dit, l'importance de la connaissance du champ de pesanteur. L'importance de la connaissance du champ de pesanteur de la Terre pour les géodésiens se conçoit aisément lorsqu'on sait que sa direction en chaque point correspond à la verticale du lieu fourni par le fil à plomb et sert de référence lors de la mise en station de tout instrument de mesure géodésique. Donc il y a, si vous voulez, certains instruments de mesure ont besoin voilà, de connaître le champ de pesanteur de la Terre, notamment en direction, dans la direction, c'est-à-dire avoir la bonne verticale. Avoir la bonne verticale sont nécessaires pour beaucoup d'appareils de mesure. Et là, vous voyez que le fil à plomb il sert de référence lors de la mise en station de tout instrument de mesure géodésique. Donc, il sert de référence voilà, pour
Tout, ils disent pour tout instrument de mesure géodésique. De manière plus détaillée, on comprend l'intérêt de la connaissance du champ de pesanteur pour des raisons suivantes. Ces valeurs à la surface et à proximité de la Terre servent de référence à la plupart des quantités mesurées en géodésie. En fait, le champ de pesanteur doit être connu afin de réduire les observables géodésiques en système défini géométriquement. Donc voilà, vous devez connaître, quand vous faites la géodésie, dans la géodésie, il faut connaître voilà, la bonne verticalité, c'est ça que ça veut dire. La bonne verticalité donnée par une référence que le fil à plomb, tout simplement. La distribution des valeurs de la pesanteur à la surface terrestre permet, en combinaison avec d'autres mesures géodésiques, de déterminer la forme de cette surface. Oui, on a quelques, en mesurant, en ayant quelques points, on sait retravailler, en ayant des distributions de valeurs, de points, de la pesanteur donc, sur la surface de la Terre, comme ils disent ici, ben, permet en combinaison avec d'autres mesures géodésiques de déterminer la forme. C'est pour avoir la forme. Voilà, on connaît la distribution des valeurs de la pesanteur sur la surface de la Terre, donc on peut connaître la forme, la courbure. La non-sphéricité induit des perturbations des orbites des satellites, dont l'observation précise à quelques centimètres près par le système d'orbitographie DORIS fournit de précieuses indications sur les écarts à la forme sphérique. De toute façon, tout est calculé. Hein, tout ça, c'est des paramètres qu'ils ont. La non-sphéricité euh, qui induit des perturbations des orbites des satellites. Euh, voilà, c'est tous des paramètres qui sont récoltés et qui savent bien ce qui se passe. Ils savent bien ce qui se passe au niveau de la sphéricité. Hein. Voilà. Donc s'il y a des erreurs de sphéricité, ils le voient. Ils le voient par. C'est des paramètres qui sont récoltés. La surface de référence la plus importante pour les mesures d'altitude qu'on appelle le géode est une surface de niveau du champ de pesanteur. L'analyse du champ de pesanteur externe fournit des informations sur la structure et les propriétés de l'intérieur de la Terre. En rendant ces informations disponibles, la géodésie devient une science auxiliaire de la géophysique. C'est ce qui s'est passé de manière accélérée pendant les dernières décennies avec l'avènement de la gravimétrie spatiale. La gravimétrie est la mesure des variations et les irrégularités de la gravité terrestre. Toutefois, celle-ci n'est pas directement mesurable. Il faut d'abord mesurer la pesanteur et d'affecter celle-ci des corrections nécessaires, telles les effets dus à la rotation de la Terre ou les effets dus aux marées. Le déplacement des masses d'eau produit des variations périodiques de la pesanteur. Les mesures gravimétriques permettent de décrire l'inégale distribution des masses à l'intérieur de la Terre qui induit des irrégularités de la pesanteur selon le lieu. Vous voyez que ça a à voir avec la distribution des masses. Distribution, c'est ce qu'il disait au départ, c'est le... Ça dépendait, je vous l'avais dit tout à l'heure, de... Vous voyez ici, il parle de non-sphéricité de la Terre. La non-sphéricité de la Terre. Voilà. À cause de l'aplatissement de la Terre, l'accélération de la gravité varie avec la latitude. Mais là, il disait que les écarts de densité, voilà, les écarts de densité du sous-sol, mais aussi les écarts de densité, on va dire, de masse notamment de masse d'eau. Donc le déplacement des masses d'eau produit des variations périodiques de la pesanteur. Déplacement des masses d'eau
produit des variations périodiques de la pesanteur. Mais c'est les marées en fait, voilà, c'est les marées. C'est voilà, masse d'eau, c'est les marées, ça. Périodique de la pesanteur. Les mesures gravimétriques permettent de décrire euh, l'inégale distribution des masses d'eau. Donc, les marées induisent des masses d'eau différentes. Voilà, c'est une histoire de barycentre. Hein. C'est une histoire de barycentre qui est mouvant au niveau de la masse. Mais ici, il s'agit d'une masse d'eau. Donc le barycentre bouge, donc fatalement, ça va avoir, ça va avoir, ça va induire sur des irrégularités de la pesanteur selon, bien sûr, la géographie. En général, les variations relatives de G sont plus importantes pour le géodésien et le géophysicien que les valeurs absolues. Effet, les mesures différentielles sont plus précises que les mesures absolues. En effet. Bon, la variation maximale de G à la surface de la Terre atteint à peu près 5 Gall et est attribuable à la variation de G avec la latitude. Donc c'est 5 fois 10, 5 centièmes de mètre par seconde carré. C'est la variation maximale de G à la surface de la Terre. Donc c'est environ 5 centièmes de mètre par seconde carré. 0,05. Et est attribuable à la variation de G avec la latitude. C'est des variations plus courtes à plus courte longueur d'onde, connues comme anomalies gravimétriques, du géoïde sont typiquement de quelques dixièmes à quelques dizaines de milligall. Dans certains phénomènes géodynamiques, dont l'observation est devenue possible depuis peu de temps grâce au progrès de l'instrumentation géodésique, on s'intéresse à des variations de G en fonction du temps, dont l'amplitude atteint seulement quelques microgalles. Des études théoriques mode du noyau variation séculaire de G envisagent actuellement les variations de G se situant au niveau de nanogalles. Donc on a toutes sortes d'anomalies gravimétriques, que ce soit au millième, au millième, centième ou milliardième. On peut entrevoir voilà, des variations gravimétriques comme ça, des anomalies gravimétriques du géoïde qui sont de l'ordre de voilà, du petit, très petit, voire de l'infinitésimal. En prospection gravimétrique et en génie civil, les anomalies significatives de G sont généralement comprises entre quelques microgalles et quelques dixièmes de milligall. Voilà, ça c'est en prospection et en génie civil. En génie civil. Voilà. Pour fixer les idées, lorsque la surface de la Terre, lorsqu'à la surface de la Terre on s'élève de 3 mètres, la pesanteur varie d'environ 1 milligall. Bon, il faut tenir compte de ça. Objet en mouvement. Si l'objet n'est pas immobile par rapport à la Terre, l'accélération de Coriolis, proportionnelle à la vitesse de l'objet, s'ajoute à celle de la pesanteur. Elle est généralement trop faible pour avoir un effet notable, mais joue un rôle prépondérant dans les mouvements de l'air dans l'atmosphère, en particulier le vent. Chute des corps. Même corrigée des effets d'altitude et de latitude, ainsi que la rotation diurne, l'accélération de la pesanteur ne suffit pas pour décrire complètement la chute des corps sur Terre. L'accélération de la pesanteur ne suffit pas pour comprendre complètement la chute des corps sur Terre. Donc on ne peut pas être catégorique et se dire oui, la chute des corps c'est comme ça. On n'a pas encore des explications à 100%, si vous voulez. Même quand on a corrigé les effets des altitudes et de latitude. Et que la rotation aussi. La rotation de la Terre. L'expérience de Galilée, le savant italien Galilée, 1564-1642. Donc 1742, c'est l'année de la naissance comment on appelle ça, de Newton, hein, parce que le savant italien, il est mort le jour de l'année de naissance de Newton. A été un des premiers à décrire et à quantifier approximativement la pesanteur terrestre. Par une expérience mythique réalisée du haut de la tour de Pise, il aurait constaté que des balles lourdes et de poids différents ont le même temps de chute, mais quand il explique dans son dialogue sur les deux grands systèmes du monde pourquoi il en est ainsi dans le vide, il justifie par des expériences de pensée, notamment en imaginant deux pierres de même poids et forme chutant simultanément reliées ou non par un lien, formant ainsi deux corps séparés de même poids
ou bien un seul de poids double, mais ayant dans tous les cas la même vitesse de chute. Bon, il faut savoir que à ces époques-là, bon, ils n'étaient pas beaucoup armés pour voilà, comprendre la science. Et c'était avant tout des savants, mais aussi des philosophes, hein. Donc ils aimaient bien de philosopher aussi et donner leurs pensées. Et la pensée emmenait parfois un certain jugement. Bon, le jugement, est-ce qu'il était bon ou pas? Bon, ça, c'est l'histoire qui va le décrire par la suite, tout simplement. Vers 1704, Galilée utilise un constat. Un objet en chute libre possède une vitesse initiale nulle, mais quand il arrive au sol, sa vitesse, 3 petits points, n'est pas nulle. Donc la vitesse varie durant la chute. Donc voilà, ça c'est un système de pensée qui est complètement philosophique. C'est-à-dire, bon, au départ, la chute libre, bon, vitesse nulle, euh, et en finalité, vitesse finale. Ça veut dire que tout le long du cours, la vitesse a varié. Bon, c'est assez simple comme raisonnement, et c'est par là que commence la description du calcul infinitésimal. Parce qu'on se dit que toutes les variations ont subi toutes des valeurs, des micro-valeurs pour arriver à une certaine valeur. Voilà, donc on a eu toutes des micro-valeurs pour. Voilà, et c'est comme ça qu'on peut décrire, voilà, commencer à tomber sur les éléments infinitésimaux, hein. C'est à partir voilà, de raisonnements comme ça qu'on peut se dire, bon, s'il y a eu variation, mais on a eu des infimes variations aussi. Et donc on a eu des informations infinitésimales qui ont varié. Et donc, c'est ce qu'a fait, bon, Newton, il est tombé dans le calcul infinitésimal, hein. Il a fini par tomber dans le calcul infinitésimal avec son compère, ou on va dire plutôt son confrère, euh, Leibniz, Wilhelm Leibniz, qui est le père fondateur voilà, du calcul infinitésimal, voilà, calcul différentiel. Galilée propose une loi simple, la vitesse varierait continuellement à partir de zéro et proportionnellement au temps écoulé. Depuis le début de la chute, ainsi vitesse égale constante fois temps écoulé. Bon, et ça c'est Galilée qui a écrit ça, hein. Il en conclut que pendant une chute, la distance parcourue est proportionnelle au carré du temps écoulé, plus précisément distance égale 1 demi-constante fois temps écoulé, avec la même constante que ci-dessus. Son idée est confirmée dans une expérience avec du matériel construit de sa main. Donc il a bien fait l'observation au travers d'une expérimentation. Une gouttière inclinée le long de laquelle des clochettes sont disposées pour indiquer le passage de la bille. Poussée d'Archimède, si un objet n'est pas pesé sous vide, son poids est égal à sa masse, diminue du poids du volume d'air déplacé, poussée d'Archimède. Sans cette correction, la mesure du poids d'un kilogramme de plume est inférieure à celle d'un kilogramme de plomb, du fait que le volume de ce kilogramme de plume est plus important que le volume du même kilogramme de plomb et que la poussée d'Archimède est donc plus importante. Donc, c'est Archimède qui a, bon, ça a donné une fameuse blague, qu'est-ce qui est plus lourd entre un kilogramme de plume et un kilogramme de plomb, ce qui fait sourire beaucoup de gens, mais en fait, bon, c'est pas forcément, un kilo n'est pas forcément le même kilo, hein. Les explications sont là, voilà, celui qui va rire de cette petite blague qui est un petit peu anodine. Bon, hein, qu'est-ce qui est plus lourd entre un kilogramme de plume et un kilogramme de plomb? Qu'est-ce qui est plus lourd? Ben, il n'y a pas d'égalité là-dessus parce qu'ils vous le disent. Vous le disent. Si un objet n'est pas pesé sous vide, son poids est égal à sa masse diminuée du poids du volume d'air déplacé poussé d'Archimède. Sans cette correction, la mesure du poids d'un kilogramme de plume est inférieure à celle d'un kilogramme de plomb. C'est clair et net. C'est clair et net. Comme de l'eau de roche, un kilo ici ne vaut pas un kilo. Un kilo ne vaut pas un kilo. Mais dans les blagues faites par bon, en- voilà, quand il y a des gens qui se connaissent, qui par amitié, ils se font des petites blagues. Bon, qu'est-ce qui est plus lourd entre un kilogramme de plomb et un kilogramme de plume? Ben, ils vous diront, bon, bon, ils chercheront, mais en fait, ils ont raison de chercher parce que c'est pas forcément égal. C'est pas forcément égal. Ils vous le disent ici. Certains vous diront, ben, un kilogramme, c'est un gramme. Non, parce que justement, ce problème a été posé, il fut un temps. Qu'est-ce qui est plus lourd entre un kilogramme de plume et un kilogramme de plomb? C'est pas la même chose. Si un objet n'est pas posé sous vide, son poids est égal à sa masse, diminué du poids du volume d'air déplacé. Diminué du volume d'air déplacé, poussée d'Archimède. Sans cette correction, voilà, la mesure du poids d'un kilogramme, si vous avez fait la correction, 1 kg égale 1 kg. Mais sans cette correction, la mesure du poids d'un kilogramme de plume est inférieure à celle d'un kilogramme de plomb, du fait que le volume de ce kilogramme de plume
est plus important que le volume du même kilogramme de plomb, et que la poursuite d'Archimède est donc plus importante. Donc c'est nos ancêtres qui ont posé voilà, ces espèces de petites questions, voilà, où il y en a eu beaucoup, c'est des genres de questions-là, notamment euh, en probabilité, en combinatoire, hein. Ils se posaient des questions, les savants se posaient des questions les uns les autres, et ils se mettaient des défis à les résoudre, hein. Voilà. Il y a eu le chevalier de Méré, et il y a eu plein voilà, de problèmes de ce genre-là qui ont été posés durant le cours de l'histoire, et bon, qui faisaient sourire certains, mais d'autres se sont attelés à trouver la solution. Certains ont réussi à trouver la solution, qui était euh, compliquée à cette époque, mais qui semble anodine à notre époque, hein, parce qu'on a tous les outils nécessaires pour comprendre beaucoup plus, hein. Résistance de l'air. Le frottement de l'air provoque des forces aérodynamiques, et en particulier de la traînée qui s'oppose au mouvement, ce qui fait qu'une petite boule tombe plus vite qu'une grosse de masse identique. Pesanteur lunaire. Sur la Lune, la pesanteur est d'environ 6 fois moindre que sur Terre, environ 1,6 m par seconde carré contre 9,80 m par seconde carré, du fait de la moindre masse de la Lune, 81,3 fois moindre, et malgré son rayon plus petit, 3,67 fois plus petit. Ça explique les bonds extraordinaires des astronautes du programme spatial américain Apollo. Le phénomène a été anticipé, popularisé dans l'album de Tintin, On a marché sur la Lune. Enfin bref, ceci étant dit, sachez que il y a aussi la densité des astres, hein. Un astre peut être, voilà, on peut avoir un grand astre avec, on peut comparer les densités. Les densités d'un astre grand et d'un petit astre ne sont pas forcément les mêmes, hein. Il y a des astres grands, moins denses que des astres plus petits, mais il y a des astres grands, plus denses que des astres plus petits. Voilà. Il suffit pas de dire, bon, cet astre est tellement grand, donc il est forcément plus dense qu'un plus petit. C'est pas vrai, ça, hein. On peut avoir des astres plus denses que d'autres, que des plus petits, des grands astres grands plus denses que des plus petits, mais il y a des astres très grands, mais moins denses que des astres plus petits. Voilà, je vous remercie.